Voilà. Donc, très bien, depuis la deuxième intifada, l'ALIA de France a nettement progressé. L'ALIA de France a nettement progressé et vous pouvez le voir avec les chiffres. Déjà, donc on compte 29 000 Olim, donc 29 000 migrants depuis 2000 à aujourd'hui. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est ces 2 dernières années où on voit vraiment un bond très important. Entre 2013 et 2012, 76% d'évolution. Et puis surtout, pour le premier semestre 2014, au premier semestre précédent, on est sur une évolution de 253%, qui est très importante. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'il faut regarder aussi très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps d'analyser tout ce tableau, mais ce qui est intéressant, c'est que la part de migrants français parmi l'ensemble des migrants était de 2% en 2000, elle est à 17% en 2013 et 29% pour le premier semestre 2014. Donc on a vraiment une évolution en termes de nombre, mais aussi en termes de poids des migrants français. Alors, en fait, il y a des politiques très incitatives de l'État hébreu pour attirer les migrants juifs vers Israël, avec des nombreuses aides accordées. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que les départs des juifs français vers Israël, leur installation en Israël, trouvent leurs sources, leurs explications, davantage dans des raisons qui sont intrinsèques à la France et à la communauté juive que dans des décisions et des politiques israéliennes. Alors, bon nombre de personnes expliquent cette hausse de la Aliyah par la recrudescence des actes antisémites en France. Et selon le rapport du SNPJ qui en fait recense les actes antisémites, le nombre d'actes recensés depuis 2000 est en moyenne 7 fois plus élevé que celui comptabilisé depuis les années 90. L'ancien antisémitisme d'extrême droite serait venu ainsi se greffer une nouvelle forme d'antisémitisme produit du conflit israélo-palestinien. Alors, sous couvert d'un antisionisme, cette importation du conflit sur le sol français a mené à des attaques et agressions d'individus pour leur judéité, des dégradations de lieux, et c'est surtout vrai dans certains quartiers ou villes plutôt populaires où résident de nombreux juifs de conditions socio-économiques plutôt modestes, majoritairement séfarades, mais également une importante population d'origine maghrébine. Alors par contre, on peut voir avec l'attentat perpétré en mars 2012 à Otsar HaTorah, la tuerie de Bruxelles commise par Medine Mouch, un franco-algérien au mois de mai dernier, la quenelle de Dieudonné, les manifestations où sont proférés des slogans de mort aux juifs et les juifs au gaz, les propos ambigus de certains hommes politiques et certains hommes et femmes politiques, certaines personnalités, notamment de l'extrême gauche, ont pu attester que cet antisémitisme n'était pas cantonné à ces quartiers dits en difficulté. Alors, je vais en profiter pour vous montrer quelques photos des dernières manifestations du mois d'août, du mois de juillet et août, pardon. Donc, on peut voir que ce n'était pas sans violence. Donc, ces événements dramatiques sont venus confirmer un discours très contagieux de crainte et d'incertitude face à l'avenir des Juifs en France. Et ce discours de plus en plus répandu est parvenu à semer le doute sur l'intégration réussie depuis plus de 200 ans des Juifs en France. Et ça, même aux plus convaincus. Alors, chaque acte, chaque parole, chaque article, chaque reportage sont recensés pour témoigner, confirmer, abonder dans ce sens. Et ce message est particulièrement répandu sur le net, alors que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit en réaction aux articles de presse et de presse juive ou pas juive, et ce soit encore dans les forums. Par contre, ce qu'on constate, c'est que la diffusion de ces discours, elle dépasse le net, elle dépasse Internet, et donc ça mène à la nécessité pour chacun de s'interroger, de se positionner finalement par rapport à ce discours, presque malgré soi. Donc dans ce contexte, même les personnes qui n'ont jamais été affectées personnellement par ce genre d'événements malheureux peuvent se sentir concernées par un climat qui leur semble désormais hostile. Alors cette interrogation concernant l'avenir des Juifs de France a été formulée par de nombreuses personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon enquête de terrain. Et on va le voir avec les propos de Rachel, qui a fait son Aliyah en octobre 2010, à l'âge de 50 ans, pour s'installer avec son mari à Ashdod, en quittant un petit village qui est proche d'Aix-en-Provence pour rejoindre ses enfants et ses petits-enfants. Je cite, « C'est un choix délibéré parce que je suis lucide et que je sais qu'en France c'est fini. Nous, Juifs, nous n'avons plus rien à y faire.
parce que l'histoire nous a démontré que quand nous sommes en crise, et là l'Europe traverse une grosse crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit existentielle, qu'elle soit bon, ce sont toujours les Juifs qui prennent. Donc l'incertitude face au futur s'explique par les concernés, souvent par des raisons économiques, et plus globalement par un sentiment de déclin, en France et en Europe. Et cette idée est revenue chez de nombreux interviewés que j'ai rencontrés, pour qui la crise que traverse l'Europe n'était pas uniquement économique, mais plus globale, parce avec des symptômes très significatifs, comme la montée de l'extrême droite et une soumission à une certaine islamisation. Alors ce terme, ce n'est pas de moi, c'est un terme qui est revenu chez toutes les 45 personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon enquête de terrain. Et c'est un terme qui était vraiment un fait établi, une évidence, quelle que soit l'année de la Aliyah, le genre, l'origine, séfarade, ashkénaze, et peu importe le pays d'origine, le niveau d'études, la catégorie socio-professionnelle, etc., etc. C'est un terme qui est vraiment revenu chez tout le monde. Alors, les manifestations de plus en plus visibles d'un islam rigoureux, voire rigouriste, résonnent fort parmi ceux qui ont quitté les terres d'islam et ont choisi la modernité. Par contre, leurs enfants, voire leurs petits-enfants, pourtant nés en France, ont pu également être affectés par cette crainte de connaître sur le sol français une sorte de régression. Par contre, la plus forte inquiétude reste liée, pour ces migrants, à l'impossibilité qu'ils considèrent de concilier la présence juive en France avec un islamisme radical qu'ils associent, là aussi je cite les migrants que j'ai rencontrés, à la montée ou à la conquête de l'islam. Alors, au-delà de l'islamophobie que recèlent les émissions, elles sont bien floues parce qu'on peut s'interroger de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une inquiétude quant au nombre de musulmans radicaux? Est-ce que c'est le nombre général de musulmans? Est-ce que c'est le nombre de personnes originaires du Maghreb, quel que soit leur rapport à la religion? Est-ce que c'est l'ascension d'une doctrine musulmane ou est-ce que c'est ces différentes dimensions combinées? Donc à ça, il faut rajouter aussi le traumatisme du départ assez précipité du Maghreb lors de la décolonisation, que ces migrants ont été eux-mêmes affectés ou leurs parents ou grands-parents. Mais en posant cette question sous un angle plutôt démographique, l'appréhension du danger ne se joue pas dans l'immédiat, mais plutôt dans une génération ou même dans 2 générations, donc plutôt dans quelques décennies. Et c'est pour cette raison que le questionnement il se pose très souvent sous le terme de l'avenir des enfants. Là aussi, je cite les migrants que j'ai rencontrés, qui jugeaient comme motivation première de leur migration, surtout ceux qui évidemment avaient déjà des enfants. Alors, c'est par ailleurs une des spécificités de la migration actuelle, où on voit une part importante de familles avec des enfants, notamment en bas âge, et c'est vraiment une nouveauté par rapport à cette migration, parce qu'avant, c'était plutôt soit des jeunes, soit des personnes à l'âge de la retraite. Donc, je citerai le rabbin de Toulouse, le rabbin Harold Abraham Venn, qui est rabbin de Toulouse depuis mai 2011. Je cite: « Les gens se posent des questions sur l'avenir des Juifs en France. Sauf que là, on n'est plus dans un problème de sécurité, on est dans un problème d'avenir pur et simple. Mes enfants auraient encore une place dans 10 ans ou dans 20 ans? Est-ce qu'ils pourront encore vivre en France? Donc est-ce qu'il ne vaut mieux pas préparer dès maintenant l'avenir de mes enfants, que mes enfants parlent la langue, que mes enfants aient fait leurs études en Israël, qu'ils puissent s'intégrer dans ce pays, plutôt qu'ils ne doivent quitter le pays, la France, du jour au lendemain, et qu'ils arrivent en Israël sans rien, sans la langue, sans aucun bagage. Donc je pense que les parents réfléchissent beaucoup pour leurs enfants, c'est-à-dire faire des sacrifices nous-mêmes et au moins, voilà, pour assurer l'avenir de nos enfants. » Et il finit: « Je suis ravi ici et ce n'est pas mon genre de quitter le navire avant tout le monde, mais au final, je sais que je le ferai, parce qu'il n'y a pas d'avenir en France et ce n'est pas pour exagérer. Mais la situation ici est grave et je compte accompagner la communauté dans ses choix, mais je sais que notre place n'est plus ici. » Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à l'impact médiatique, notamment des sites internet juifs, il faut rajouter l'effet communautaire, parce que plus on s'approche du centre de la vie juive, plus on fréquente les espaces communautaires, plus on lit la presse juive, plus on cultive des sociabilités juives exclusives, et plus ça alimente le sentiment d'être en danger. Donc, à cette occasion, je citerai sur ce propos l'article de Chantal Bord-Benayoun sur les conséquences de l'affaire Mera. Donc, ce qui est important aussi de savoir, que le lien communautaire, autant il renforce le sentiment de danger, autant il est aussi une réponse dans une forme de refuge
face à l'antisémitisme que certains ressentent, ou aussi une impression de plus en plus répandue d'altérisation, de se sentir autre, étranger presque. Donc ça s'explique pour certains juifs par un sentiment d'isolement face à un gouvernement et une opinion publique qu'ils jugent, ou en tout cas qu'ils ont jugé pendant longtemps indifférente face à la problématique de l'antisémitisme. Et cette solitude, qu'elle soit basée sur des faits réels ou pas, c'est pas très important l'objectivité en fait dans cette histoire, mène à ressentir une forme d'extériorité à la nation, et ça peut expliquer d'une certaine façon un malaise qui peut être ressenti dans le rapport à la société majoritaire. Et le déracinement se trouve aggravé lorsque l'antisémitisme n'est pas reconnu en tant que tel, et que son existence fasse l'objet de débats. Et ça a été notamment le cas, par exemple, au mois de juillet dernier, en pleine opération Rocher inébranlable, où la dégénérescence des manifestations de soutien à Gaza, en des heurts devant des synagogues à Paris, où ont été proférés des slogans qui étaient clairement antisémites, ont été perçus par un grand nombre de médias comme un conflit intercommunautaire entre juifs et musulmans en France. Donc non seulement les concernés n'étaient pas reconnus comme victimes menacées dans un lieu de culte, mais ils étaient perçus et présentés comme des protagonistes dans un conflit où ils défendent finalement les intérêts qui sont les leurs, les intérêts de leur communauté, qui sont extérieurs aux intérêts de la nation. Donc avec l'évolution de la République française, qui reconnaît bien davantage que dans les passés les doubles appartenances, les particularismes, les Juifs sont perçus de l'extérieur, qui s'identifient au nom d'Israël, comme redevables et in fine responsables des événements qui s'y déroulent. Et cela impose d'une certaine manière une spécificité et ça contribue à alimenter un sentiment d'altérité par rapport aux non-juifs, par rapport à la société française, par rapport à la République. Et à titre d'exemple, je citerai les paroles d'un des migrants que j'ai rencontré, qui a fait son Aliyah en 2007. Donc Emmanuel dit, je cite, « Les Juifs étaient interdits de parole parce qu'ils étaient soupçonnés immédiatement de parti pris. Ils ne pourront jamais parler d'Israël, en tout cas on leur dira toujours, dès qu'ils parlent d'Israël, qu'ils parlent parce qu'ils sont. À ce moment-là, il y a une cassure totale dans le lien social, on n'a plus de place de parole, plus de place d'existence, on n'a plus de légitimité aussi à être présent en France. » Donc, qui s'attribue, ou qui se voit attribuer en fait ce rôle d'Israélien par procuration, l'isolement d'Israël résonne sur leur propre, finalement, sentiment de marginalisation idéologique, puisque cette identification avec l'état de référence avec Israël ne peut être partagée qu'au sein de l'espace communautaire, c'est-à-dire contre juifs. Excusez-moi. Donc, dans ce contexte, la défense de la position d'Israël se voit de plus en plus associée à la lutte contre l'antisémitisme, dans une considération que finalement, la conception négative de l'État d'Israël, qui est véhiculée par les médias, légitime en quelque sorte les actes d'agression. Et c'est très fortement relayé, autant par les médias juifs que spécifiques, que par les dirigeants communautaires. Et en global, ça donne l'idée qu'il s'agit d'une guerre similaire pour les Juifs en France et en Israël contre un ennemi commun. Et je vais prendre pour illustration une anecdote, en fait une visite de Joël Mergui en Israël, en soutien à Israël durant les bombardements du Hamas. Et lorsqu'il rencontre le nouveau président... Vous pouvez préciser peut-être qui est Joël Mergui? Pardon, excusez-moi, c'est le président du consistoire. Donc lorsqu'il rencontre le nouveau président israélien, en fait, Reuven Rivlin, il lui fit part que l'antisémitisme était une nouvelle forme de... l'antisionisme était une nouvelle forme d'antisémitisme en France parce qu'elle révèle de la même haine pour les juifs. Donc c'était une citation de M. Mergui. Donc ça va sans dire que ça renforce l'amalgame entre juifs français et israéliens. Donc c'est par cette forte identification aux Israéliens, corrélée au sentiment de ne pas ou plus pouvoir partager des préoccupations avec le reste de la société, que ce soit au sujet de l'antisémitisme, que ce soit au sujet de l'État d'Israël, que l'on peut saisir la recherche de la sécurité dans un pays où l'accalmie est toujours temporaire, toujours très instable. Donc cette sécurité, elle va se jouer dans le fait d'être majoritaire dans le pays. Et pour certains migrants, l'Aliyah va trouver sa raison d'être dans la volonté de ne plus vivre dans une forme d'entre-soi qui considère au final avoir subi plus que choisi.
Et cette lassitude par rapport à cet entre-soi subi s'explique notamment par les dispositifs de sécurité, surtout dans les écoles juives, où il y a beaucoup plus d'enfants qui sont scolarisés dans les écoles juives depuis 2000. Et ça va revenir dans les propos de Frédéric, qui a quitté Toulouse au mois de juillet dernier pour rejoindre, avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants, pour rejoindre leur fils qui est soldat en Israël. Donc je cite: « Moi je trouve un truc insupportable. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais mes enfants n'ont connu que des écoles avec des policiers devant. Est-ce que c'est normal ça? Ou alors des écoles avec des barbelés, avec des caméras et des machins. Je ne trouve pas ça normal. Mes enfants n'ont connu que ça. C'est absolument impossible. Je ne peux plus. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que leurs enfants connaissent la même chose. » Or, si l'antisémitisme et ce sentiment d'altérisation qu'on a expliqué précédemment, ça a eu un impact certain sur les départs, c'est évident, ils ne peuvent à eux seuls les expliquer. Et il semble aller de soi que la seule motivation de quitter la France n'implique pas nécessairement la volonté de s'installer en Israël. Nous ne détenons pas, heureusement, de recensement des départs de la France vers d'autres pays qu'Israël, mais il s'avère que ce soit accru, comme pour l'ensemble de leurs compatriotes, et notamment pour les jeunes, pour des raisons, surtout pour la recherche d'une meilleure situation professionnelle. Et donc, du coup, quand on réfléchit sur le départ des Juifs français vers Israël, en fait, on a 2 questions qui se mêlent, qui sont très très liées. C'est d'abord le départ de France, pour des facteurs repoussoirs, donc qu'est-ce qui fait qu'on quitte la France, et puis des facteurs d'attraction, qu'est-ce qui fait qu'on choisit comme destination Israël. Et cette explication de pourquoi on choisit Israël comme destination s'explique très souvent par les migrants, par une plus grande liberté. Ils ressentent, selon leurs propres termes, ils ressentent qu'on peut vivre et pratiquer sa judéité de manière beaucoup plus libre, que ce soit d'une manière religieuse ou pas. Et ce qui est très important ici, c'est au-delà de vivre et pratiquer sa judéité, c'est le fait de le montrer. Il y a quelque chose dans la démonstration publique de sa judéité qui est très recherché en Israël. Et je prends pour exemple les propos d'Irène, qui a été enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale et qui décide en 2007, à l'âge de 74 ans, de faire son aliyah. Et elle dit qu'il est plus aisé d'être juif en Israël parce qu'on n'a plus besoin de cacher son identité. Donc je cite: « C'est vrai que quand tu es juif en France, tu dois montrer que tu es juif. La mezouza, quand on met la mezouza, on la met dedans ou dehors? C'est difficile, il faut se cacher. Et bon, mon mari, il peut y vivre parce que lui, il se cache. Il se cache encore. Alors voilà, être juif, tu comprends, j'étais une enfant cachée, donc il ne fallait pas le dire. Et moi, ça me gênait ça me gêne ça, je ne pouvais plus vivre en cachant mon identité juive. Donc cette liberté d'être juif renforce le sentiment d'un chez-soi en Israël, ce qui a fait qu'un des migrants me disait: on est paradoxalement des étrangers qui reviennent à la maison. Donc ce sentiment de chez-soi est très important, et parmi les 45 collines que j'ai rencontrées, tous avaient le même discours. Tous disaient qu'ils se sentaient en Israël chez eux, parfois bien davantage qu'en France, et ça, peu importe leur année de migration, même quand elle était toute récente. Donc ça s'explique dans une grande mesure par la socialisation israélienne qui est divulguée au sein des milieux communautaires. Et cette israélisation, elle peut résulter soit de la volonté de ces dirigeants ou des demandes de plus en plus pressantes d'une grande partie des publics qui y adhèrent. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, on ne peut pas savoir qui a commencé quoi. Mais en tout cas, ce pays a acquis une place essentielle au sein des communautés juives, permettant aux juifs français qui le souhaitent d'y vivre à l'heure d'Israël. Donc ce lien, il a même permis d'une certaine manière une redynamisation des communautés, puisque c'est un lien très mobilisateur qu'on peut concrétiser dans différentes formes qui ne demandent ni exclusivité, ni des contraintes comme la religion. Donc cette israélinisation des milieux communautaires a pris différentes formes, on va les voir, et ça va ancrer de jour en jour un peu plus la tâche envers Israël, et en estompant en même temps les différences entre juifs en France et en Israël. Donc ce lien est d'abord symbolique, puisque les symboles de l'État d'Israël, qu'il s'agisse du drapeau ou de l'hymne israélien, ont trouvé une place croissante dans l'espace communautaire, aux côtés de la Marseillaise, du drapeau tricolore, même dans les événements publics et dans les événements privés.
De même, les moments forts qui rythment la vie des Israéliens ont été importés en France. Alors, ça s'est constaté avec les fêtes nationales comme Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance israélienne, où la fête s'est banalisée, et cela dans toutes les communautés. Il y a également l'actualité israélienne qui rythme de plus en plus les milieux communautaires. Alors on pleure dans la communauté avec les Israéliens dans les moments de pleurs pour les soldats tués. On espère avec les Israéliens pour le retour des 3 jeunes avant qu'on découvre leur assassinat. On rit, on est heureux pour la libération de Gilad Shalit. Voilà. En fait, on partage vraiment l'actualité israélienne de façon très très forte, à tel point que finalement on se pose la question de quelle est la différence entre juifs en France et juifs en Israël. Donc cette forte identification à Israël et aux Israéliens s'explique en premier lieu par la présence familiale en Israël, qui concerne un très grand nombre de juifs français et qui évidemment a augmenté, ça s'est renforcé avec le fait qu'il y ait beaucoup de Aliyot. Et donc du coup les préoccupations concernant les événements qui soient heureux ou dramatiques qui ont lieu en Israël sont déjà d'ordre personnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler. Alors l'attachement à Israël est également linguistique, l'usage de termes israéliens. Il est également culinaire, puisqu'on importe de plus en plus de produits israéliens dans les magasins kasher. Il est culturel, avec les festivals de cinéma israéliens. Il est aussi cultuel, religieux, puisque les leaders religieux font de plus en plus leur formation, ou du moins en partie en Israël. Et il est évidemment familial, on l'a vu tout à l'heure. Donc le lien en Israël, ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps qu'il est facilité dans le contexte de globalisation, il s'est en même temps sacralisé. C'est presque un argument de vente, c'est un peu une tampon de judéité, en fait, tout ce qui vient d'Israël. Et je vais citer à cet exemple le rabbin de Toulouse, encore une fois, donc je cite. Des fois, j'ai des gens qui montent à la Torah le Shabbat et ils me disent « Vous pouvez aussi bénir mon cousin d'Israël, comme si ça apportait, comme s'il me faisait plaisir en me disant ça. Quand je viens, qu'ils me rencontrent, des fois ils sont « Ah, vous savez, je rentre d'Israël. » Ils sont obligés je ne leur demande rien, mais ils pensent que vraiment c'est « Vous voyez, monsieur le rabbin, on est des juifs, même si vous ne le voyez pas souvent, on était en Israël. » Donc on voit que le lien envers Israël, il concerne des personnes qui sont proches de la religion, mais aussi des personnes plus éloignées. Et finalement, le lien à Israël permet un attachement au judaïsme et permet un attachement à la communauté. Et ce lien collectif est renforcé aussi finalement par un attachement individuel. Alors cet attachement individuel, il est autant par le repli médiatique, les contacts avec la famille en Israël, les voyages que l'on fait très souvent, la célébration d'événements familiaux. Ça c'est vraiment, il y a des actes qui étaient peu communs, qui se sont vraiment banalisés. C'est notamment le cas de la célébration d'événements familiaux, avec des bar mitzvahs de plus en plus célébrés au mur de lamentation, avec des mariages qui sont faits en Israël. Et juste pour l'anecdote, le rabbin de Toulouse me disait qu'en 2012, on a célébré 21 mariages durant l'année, et en 2013, on compte 6 mariages. Voilà, donc juste pour la comparaison. Et l'acquisition d'un bien immobilier, ça aussi, ça devient de plus en plus fort, c'est vraiment un pied-à-terre. Alors, cette vie en Israël à distance peut entraîner in fine la migration vers ce pays, puisque la question de l'Aliyah est constamment présente dans l'espace communautaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le départ vers Israël ne pose pas ou plus question dans la communauté. C'est-à-dire que tous les migrants qui ont fait leur Aliyah ces dernières années, aucun d'eux n'a été confronté à un avis négatif. On ne lui a pas posé la question de pourquoi tu fais ton Aliyah. On ne lui a pas dit mais qu'est-ce que tu vas faire en Israël. Donc ces questions-là ont presque disparu. L'attitude des rabbins et plus généralement des leaders communautaires a également changé. Donc il y a de plus en plus de rabbins qui ont fait le choix d'accompagner les personnes qui souhaitent migrer en Israël dans l'accomplissement de leurs décisions. Et je vais citer Chaim Zikin, président du CRIF depuis 1996, qui explique en fait cette évolution du changement des leaders communautaires. Je cite, « Aujourd'hui, la plupart des dirigeants de la communauté juive ont de la famille et même des enfants en Israël. Je pense qu'il y a une espèce de logique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont passé leur vie à militer au sein de la communauté pour Israël, à parler d'Aliyah, de sionisme,
Et je crois que les enfants ont dit ok, on y va, on le fait, on passe à l'acte. Donc on peut voir que dès le plus jeune âge se crée une dichotomie entre les personnes qui appartiennent à la communauté et celles qui n'y appartiennent pas. Alors déjà, ça va se concrétiser en termes de pratique et de connaissances religieuses, mais aussi en termes d'identification et d'attachement à Israël. Alors par contre, ce qui est important, c'est que ce lien envers Israël et finalement le choix de faire la Aliyah, ça ne concerne pas que les personnes qui sont rattachées à leur communauté juive. Par exemple, j'ai rencontré 45 personnes, on ne peut pas dire que c'est représentatif de toutes les personnes qui ont fait leur Aliyah, mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 45 personnes, il y a une dizaine qui n'étaient pas du tout proches de la communauté, en tout cas d'après leur propre témoignage. Ils disent être très éloignés de la communauté. Donc ça veut dire que même si on a très peu d'éléments de pouvoir le vérifier, mais ça veut dire que les facteurs repoussoirs de la France et l'attraction d'Israël se diffusent au-delà de l'espace communautaire. Donc pour conclure, je citerai les propos d'un migrant qui a fait le choix de quitter Toulouse pour rejoindre l'État hébreu en pleine guerre. Alors il me confie souhaiter vivre, je cite, comme un chrétien en France. Donc cette phrase, elle interroge, puisque le fait d'être minoritaire n'est vraiment pas nouveau, ni pour les juifs français, ni pour les juifs tout simplement. Elle fait partie de la condition millénaire des juifs de diaspora. Par contre, la conjoncture actuelle, dans sa dimension économique, comme dans la montée des extrêmes, dans toute leur variété, a mené certains juifs à redécouvrir l'incertitude des lendemains propres à la condition diasporique. Et cette question de l'avenir est très importante parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles sur la migration de France à Israël, et je pense que ce n'est pas fini. Je pense que tous les mois, on aura des articles là-dessus. Et très souvent, ils rattachent aux événements très dramatiques qu'on a pu connaître ces dernières années, l'attentat à Toulouse, la tuerie de Bruxelles. Ce que je voulais dire, qui est très important pour moi, c'est que la Aliyah n'a jamais une seule cause. Et la preuve en est, c'est que les discours des personnes que j'ai pu rencontrer avant et après ces événements malheureux n'ont pas véritablement changé. C'est-à-dire que j'ai rencontré les mêmes propos sont revenus, que ce soit des migrants avant les attentats de 2012 et après. Paradoxalement, malgré le sentiment d'altérisation qu'on a décrit plus haut, malgré cette préoccupation par rapport à l'antisémitisme qu'on sent de manière un petit peu qui ne concerne que les juifs, entre guillemets, cette préoccupation face à l'avenir, cette crainte et cette incertitude du lendemain sont très partagées avec les autres Français. Quelle que soit la source de l'inquiétude, il suffit de rechercher sur Google, vous mettez la combinaison Avenir et France et vous tombez sur pas moins de 30 000 résultats. Donc c'est quand même pas mal. Donc ce qui est intéressant, c'est que tout en partageant avec leurs compatriotes l'inquiétude face à l'avenir, dans une projection qui est très pessimiste, il faut le dire, les juifs français, ou du moins ceux qui sont attachés à la communauté, ils ont trouvé une façon juive, entre guillemets, de le concrétiser. Donc ils ont retrouvé finalement l'incertitude liée à la condition juive parce que diasporique. Je vous remercie.